Bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Le sujet de ce soir, mon problème avec le rétro gaming. Alors messieurs, avant toute chose un remerciement spécial à vous tous, parce que vous soutenez la chaîne à un niveau assez incroyable, que ça soit dans les likes, les commentaires, certains se font chier à écrire des putains de pavés, que je lis, et j'essaie de vous répondre au maximum. Ça fait plaisir, vraiment. Et là, je comprends aussi qu'il y a quelques personnes qui s'emmerdent un peu, parce qu'ils se disent, attends, là c'est des facecam, avec une musique jazzy certes, mais tu vas pas nous enculer. T'as quand même fait bien mieux avant. Je suis totalement d'accord. Et alors là, je vais faire une analogie avec les groupes de rock. Vous savez que je suis un gros fan de Muse et des Guns N' Roses. Et moi, combien de fois je suis allé voir Muse dans le passé et j'attendais des B-sides. Vous voyez, mais genre des B-sides. Shrinking Universe, Eternally Mist, The Groove, Host, etc. etc. Et ils les jouaient jamais, les mecs. Et ça me rendait ouf, ils jouaient que des singles. Puis là, ce qui m'a surpris, c'est les Guns N' Roses, quand ils se sont reformés avec Slash. Quand je suis allé voir les Guns en 2010, j'ai allé les voir 4 fois. J'aurais aimé des deep cuts. Vous voyez ce qu'on appelle des deep cuts, c'est des chansons un peu moins connues. J'aurais bien aimé avoir Locomotive et Coma. Et il se trouve que Coma, 10 minutes de long, un morceau anthologique, certainement un des meilleurs morceaux de rock de tous les temps. Et bah, Axel s'est dit, putain, je vais le jouer chaque soir, chaque concert. Et il l'a fait pendant plus de 2 ans. Incroyable. Moi, ça m'a trouvé le cul. Parce que c'est risqué quand on fait un concert en général. C'est pour le grand public. On joue les singles, faut que tout le monde s'y retrouve. Et jouer des chansons un peu plus rares, un peu plus compliquées, complexes, moins connues, c'est un risque. C'est prendre le risque que des gens s'emmerdent pendant 10 minutes qui n'ont jamais entendu le truc. Oui. Et je veux pas faire sur cette chaîne un truc où vous faites que du grand public. Donc là, je comprends que ce format plaît au grand public. Ça plaît à la plupart d'entre vous. Bon, on peut même pas dire que c'est le grand public, hein. Il n'y a pas des millions de vues. Pour reprendre un truc qu'a dit Axel une fois, I'm not going to deny you something you enjoy. Parce que je comprends que ce format plaît. Et j'aimerais vraiment savoir dans quelles conditions vous le regardez. Dans les chiottes, avant de dormir, dans le train, dans l'avion, soyons fous, je ne sais pas. J'aimerais vraiment savoir, les mecs, où c'est que vous matez ce genre de vidéos. Qu'est-ce qui vous plaît autant? Parce que moi, en tant que créateur du truc, je me rends pas compte. Qu'est-ce qui vous plaît autant là-dedans? Mais je n'oublie pas les aficionados, les mecs qui veulent vraiment de la cam avec du montage, un propos plus fouillé. Vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est juste que ça demande du temps. Et vous savez que vu qu'on se paye pas avec ces vidéos, c'est compliqué hein, quand on sort des trucs qui font 2000, 3000, même ici ça faisait, je vais vous dire, ça pourrait même faire 100 000 vues. Au final, je vais pas me payer avec. Il faudrait qu'un producteur passe par là et se dise, bon, il y a des idées, il y a du talent, il y a quelque chose, je vais les financer, vous voyez. Et je crois qu'en fait, YouTube, c'est avant tout pour des gens qui veulent se détendre, et ça, encore une fois, je l'ai compris beaucoup trop tard. Et je ne vais pas refaire la même connerie où j'arrête subitement ce format, parce que je vois que ça plaît à beaucoup de monde. Et je m'en fous après que ça soit le grand public, ou un public d'aficionados extrêmement niche. En fait, moi, je vois que ça plaît à beaucoup de gens. C'est le principal, donc je vais le continuer. Ça n'empêche pas que je vais faire des trucs plus techniques avec Joachim. On va descendre encore une fois tout au fond du gouffre avec le lapin blanc. D'accord? Mais là, on va parler du rétro gaming, messieurs. Donc pourquoi j'ai décroché? Mon problème avec toute cette vague rétro gaming, alors moi, il faut comprendre un truc. Je vais essayer de vous expliquer un peu mon parcours. Certains le connaissent, ceux qui ont écouté tous les lives connaissent mon parcours. Mais je ne suis pas arrivé, j'ai pas débarqué avec Genre du Grenier. Oui, Genre du Grenier, pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui a débarqué après la VGN. Moi, je suivais la VGN quand la VGN a débarqué. Je suivais vraiment son concept à l'époque, donc c'était quoi, 2006-2007 et ça me plaisait. Voilà, ça me plaisait, je trouvais ça sympathique. Mais même lui, même la VGN, c'est pas lui qui m'a fait réintéresser au rétro. Je dirais que Cooper m'a peut-être un petit peu influencé dans le sens où, en le revoyant jouer à plein de vieux jeux, je me suis dit putain, c'est vrai que j'en ai encore dans mon grenier, il faudrait que je les ressorte, etc. Il y a des fois où j'ai ressorti genre Castlevania 4, je l'ai ressorti du grenier, et je me suis dit tiens, je vais me faire une petite partie. L'épopée était absolument géniale, l'épopée Dooper sur Castlevania 4 était monumentale, ça m'avait donné... je crois que c'était en août 2008, hein, je suis pas sûr, 2008 ou 2009, j'avais ressorti la Super NES avec Castlevania 4 et je m'étais refait le jeu après avoir maté son épopée, tellement ça m'avait fait marrer, vous voyez. Voilà, mais au-delà de ça, je suis pas arrivé avec cette hype train du début, fin des années 2000, début 2010, où il y a eu plein de gens qui se sont intéressés d'un coup au rétro.
qui sont sortis de derrière un buisson, et après tous les trucs qui ont suivi, vous savez, tous les magazines, les trucs genre Pixel Love ou Makebook et compagnie. Moi, je ne suis pas du tout client de ce qu'ils font. Je vais y revenir un petit peu après, sans être méchant, je vais vous donner mon avis à moi, mais c'est pas du tout eux qui m'ont fait intéresser de nouveau au rétro. Voilà, c'est peut-être une faux peur, comme ça, mais en fait, avant toute chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que, de base, je suis un putain de joueur de jeux vidéo, depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé... J'avais 5 ans, 4-5 ans, en fait j'ai eu un problème, j'ai eu une ostéochondrite, je ne suis plus sûr du terme. En gros j'étais paralysé des 2 jambes, parce que j'ai dû faire un vaccin quand j'avais 4-5 ans, j'ai dû faire un vaccin. Et il se trouve qu'en fait ce vaccin avait un effet secondaire. Et je me rappelle très bien, j'étais avec ma mère, on était dans notre maison à Thiers. Puis à un moment donné, je m'effondre. En fait, j'étais dans la salle de bain, j'étais aux toilettes, et j'ai vraiment le souvenir exact. En fait, je sors de la salle de bain et je m'effondre, en fait. Je m'effondre, je suis tombé à genoux comme ça, et j'avais plus aucune mobilité avec mes jambes, je pouvais plus les bouger, je pouvais plus les faire bouger. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'avais pas peur, hein. J'ai juste pas compris. Bref, on m'a emmené à l'hôpital, on m'a dit que j'avais ce truc-là, et j'ai eu des bandes sur les jambes pendant 2 semaines. Je dis pas du tout ça pour m'apitoyer, etc. Genre, attends, non, messieurs, j'ai eu un trauma horrible et tout. Non, mais juste pour vous expliquer en fait comment c'est arrivé le jeu vidéo. C'est que du coup, j'ai été immobilisé pendant 2 semaines. Alors, du coup, mes parents, évidemment, vous connaissez les parents. Quand tu vois que ton enfant a un problème, tu dis putain, merde, etc. T'as envie de le gâter du coup. Et mon père m'a fait une surprise, il m'a offert la Game Boy avec Tetris. Et c'est vraiment comme ça que tout ce merdier a commencé. D'ailleurs, franchement, je crois que si je n'avais pas eu ce problème de jambes, si je n'avais pas attrapé ce bordel, que je n'avais pas été immobilisé pendant 2 semaines à l'hôpital, je ne serais certainement pas là, ici, avec mes 2 jambes fonctionnelles. Vous voyez que là maintenant tout va bien, ça va, je peux faire des trucs, je peux vous faire du selon je te parle. Alors bref, tout va bien. Mais vraiment, je crois que sans ce truc, je ne serais pas là pour vous parler de jeux vidéo. J'ai donc la Game Boy, je découvre Tetris, c'est extrêmement addictif, puis bon, le temps passe, je crois que j'étais en... dernière section de maternelle, hein. J'avais 5 ans, je me rappelle qu'il y avait les petites totoches bleues, vous vous rappelez les petites totoches qu'on se mettait dans la bouche, là qu'on gardait en porte-clés comme ça, enfin en porte-clés en pendentif. Les totoches, je crois que ça s'appelait les totoches, vous savez, les trucs qu'on mettait dans la bouche et tout pour bébé, des tétines quoi, vous voyez. J'ai vraiment ce souvenir qui me revient en tête. Bref, du coup, le temps passe et j'ai eu Super Mario Land, que j'avais trouvé juste monumental à l'époque. J'avais mon voisin d'en face qui avait la NES, donc la première Nintendo, la Famicom quoi, avec Zelda, avec Mario Bros, enfin, tous les jeux cultes, hein, Duck Hunt. J'allais chez lui, j'étais complètement émerveillé, j'étais dégoûté de ne pas voir ces jeux-là. Puis bon, il se passe plusieurs années, puis là j'ai la Mega Drive à Noël, avec le pack Aladdin. Là c'était la folie parce que c'était ma première vraie console de salon. Hein, parce que j'avais eu la Game Boy, ensuite c'était la Mega Drive. Même si voilà, je connaissais la NES, je connaissais aussi la Master System. Mais là, avoir chez moi la Mega Drive, c'était la Mega Drive 2. Je me rappelle, c'était le pack Aladdin, Mega Drive 2. Vous savez, c'est pas facile parfois de faire ce genre de vidéo, même de parler de ses souvenirs, parce que je veux pas faire un truc fake où je veux dire ah putain, j'ai adoré, c'était génial et tout. Mais ça, je m'en rappelle comme si c'était hier, quand j'ai eu la Mega Drive 2 pour Noël, qu'ensuite on l'a mis dans la chambre, et que j'ai démarré la console, et vous savez, j'ai ressenti un truc, ça m'a fait un truc, je me rappelle j'étais gosse, ça m'a fait un truc, là, je me suis senti transit d'une sorte de bonheur incroyable, c'est fou, hein. Ça c'est terrible, mais ça part, c'est un truc que j'ai jamais ressenti après être sorti de l'enfance, c'est un truc, vous savez, j'étais transit de bonheur, mais transit intégralement, je me rappelle, hein, vraiment. Et putain, je lance Aladdin et tout, puis mon père avait acheté, je sais plus s'il avait acheté, ouais, c'était Ultimate Soccer, un jeu de foot à la con, là, on s'était bien amusé. Bon bref, là encore je vais vous la faire rapide, je vais pas tout vous raconter, mais les années passent, et puis bref, entre temps on a déménagé, je vous l'avais déjà raconté, on était parti au Zimbabwe puis au Maroc. Puis là entre temps, moi, je découvre qu'il y a des gens qui ont la Super Nintendo, ça j'ai oublié de vous le dire, mais en gros, la Mega Drive à Noël, mon père m'avait emmené à Toys R Us et m'avait dit alors tu préférerais quoi, la Mega Drive ou la Super Nintendo? Et moi j'avais dit la Mega Drive, et vous savez que franchement après quand j'ai vu d'autres potes qui avait la Super Nintendo quand j'ai joué à certains jeux, notamment Mario All Stars. Putain. Et puis surtout après les jeux Dragon Ball, Super Butoden, beaucoup plus tard Hyperdimension, mais je vous jure que j'ai eu un regret énorme
de ne pas avoir pris la Super Nintendo, parce qu'en fait il y a tellement de jeux qui me plaisaient sur cette machine, puis même le design de la console, la manette, vous savez c'est tout con, mais quand on est gosse, les couleurs sur le pad de la Super NES, ça envoyait du rêve. Vous voyez, la manette de la Mega Drive, c'était sobre, c'était tout noir. La manette SNES, elle était colorée, c'est tout con, mais quand on est gosse, je sais pas, il y avait un truc spécial avec cette console, vous voyez. Bref, et puis je vous parle même pas de Street Fighter 2, comment je peux oublier Street Fighter 2, qui est, je crois, la première fois où je suis tombé complètement amoureux d'un jeu vidéo. Street Fighter 2, je crois que c'est vraiment mon coup de foudre ultime. J'étais au Zimbabwe, j'avais des potes qui s'appelaient Dirky, et c'était Roddy, le grand frère, je me rappelle, il avait un talent de ouf en dessin. Il m'avait dessiné Chun-Li et Ryu, il m'avait fait des super beaux dessins. En fait, j'allais jouer chez eux, en fait, leur père était ambassadeur du Zaïre au Zimbabwe. J'allais jouer chez eux, et je jouais à Street Fighter 2, et putain, mais quel bonheur. Ils avaient aussi un jeu, j'ai jamais retrouvé le nom, mais on pouvait jouer à 4, et c'était un genre de run and gun, et vous savez, on voyait vu du dessus. Je sais plus comment s'appelait ce jeu, mortel, un truc de fou. J'ai jamais retrouvé le nom de ce jeu. Ça doit être connu pourtant, bref. Enfin, bref, les années passent. Puis là, mon père, à Noël, plus tard, je sais pas, j'avais quel âge à ce moment-là, peut-être 9, 10 ans, je sais plus exactement. Il me demande alors, pour Noël, tu veux quoi? Et tu veux un autre truc, en jeu vidéo et tout, et... et là, moi, je lui dis, ouais, la Super Nintendo. Il me dit, non, t'as déjà une console, t'as déjà la Mega Drive, non, faut que tu choisisses un autre truc. Et puis alors là, on était chez un Toys R Us, c'était le Toys R Us à côté de Belle Épine, qui a fermé depuis. Puis là, t'as un mongolito de vendeur, si je le retrouvais, franchement, ça se passerait mal, hein, je vous jure. Le mec, il dit, non, mais il faut acheter le Mega CD, c'est vraiment une console annexe qui booste la puissance de la Mega Drive, il n'y a que des bons jeux, c'est un truc de fou. Mon père s'est laissé convaincre, résultat, on part avec quoi? Le Mega CD 2, qui allait avec la Mega Drive 2. Je voulais la Super Nintendo. Bref, je vais pas me plaindre parce que c'était un putain de cadeau et très peu de monde a eu le Mega CD. Du coup, j'ai eu Road Avenger qui était fourni avec le pack et NBA Jam, ça c'était un délire de mon père parce qu'il aimait les jeux de sport. Bref. En tout cas, j'étais frustré. Ouais, j'étais vraiment à ce moment-là frustré de ne pas avoir la Super Nintendo. Même si j'ai pris du plaisir sur Mega CD, hein, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Bref, encore des années passent et puis là, à Noël, c'était Noël 97, j'ai la PlayStation, la première PlayStation. Là encore, j'étais super content. Alors j'étais vraiment content parce que c'était ma deuxième vraie nouvelle console de salon. Étant donné que j'avais eu que la Mega Drive avec le Mega CD, je peux pas les considérer comme deux consoles de salon différentes. Là, c'était ma deuxième vraie console de salon, PlayStation Noël 97. J'ai fait des conneries, j'avais demandé Tomb Raider 2, Dragon Ball Final Boot, etc. J'ai eu de la chance, hein. Franchement, je vais pas me plaindre, j'ai eu de la chance d'avoir ça parce qu'il y a des gosses qui n'ont rien du tout à Noël. Mais... quelle connerie d'avoir demandé Tomb Raider 2, puis Final Boot quoi, Dragon Ball Final Boot, c'est putain de bouse. En fait, je vais vous dire franchement, quand j'ai eu la PlayStation à l'époque, mais je regrettais de ne pas avoir pris la Super Nintendo avec Hyperdimension qui atomisait de toutes parts ce Final Boot de merde. Puis même franchement le début des jeux PlayStation, perso je détestais ça, j'ai même pas pris Crash Bandicoot, ouais, j'étais con, j'étais pas au courant de tout ce qui sortait. Bon après il y a Resident Evil, les Metal Gear, etc. Heureusement finalement que j'ai la PlayStation, mais je vous jure que franchement le line-up de départ que j'ai choisi, catastrophe, et je crois que finalement j'aurais préféré rester sur la Super Nintendo. On avance un peu dans le temps, je vais sortir une anecdote, je crois que j'ai jamais dit ça en vidéo. J'avoue tout. Là franchement attention, moment grosse confession. Je veux dire que même les potes que j'ai eu au lycée à l'époque n'étaient pas au courant, mais on était quoi ? Fin 99, début 2000, non excusez-moi, c'était début 2000, en fait exactement j'ai la date, ça me revient. C'était en mai 2000, on va à Sydney, on va visiter l'Australie avec mes parents. Ils nous amènent en voyage, un super voyage, un des meilleurs voyages de ma vie. Quand j'ai découvert Sydney, les Blue Mountains, je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir emmené là-bas. Magnifique, j'en garderai des souvenirs toute ma vie, j'aimerais beaucoup y retourner. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à Sydney et de visiter ensuite la côte est avec les Blue Mountains, foncez. Bref, anecdote. Avant de partir prendre l'avion à Singapour, on était à Singapour, avant d'embarquer pour le voyage en Australie, il y a Thomas, mon frère, qui jouait à Pokémon, c'était Pokémon Rouge sur Game Boy. Puis là j'avais quoi, j'avais 12-13 ans, j'avais peut-être 14 ans. Et je demande à mon frère, c'est quoi cette merde, à quoi tu joues, c'est quoi cette dope de Pokémon, parce que tout le monde en parlait, vous savez, au lycée, au collège, quand j'étais en 4ème, tout le monde parlait de Pokémon.
Et moi je considérais que c'était un truc pour gamin, un truc de demeurer. Bref, je lui prends la Game Boy, je lui dis attends montre-moi cette merde. Et puis là en fait on va dans le taxi, on est en direction de l'aéroport, puis alors là franchement mais je commence à être complètement happé par Pokémon Rouge, un truc de fou. Dans l'avion, c'était quoi, Singapour, Sydney, je crois que c'était genre 8 heures. Pendant 8 heures, je déconne pas, j'ai joué à Pokémon, enfin peut-être pas 8 heures mais... Putain franchement, je sais que j'ai changé 2 fois les piles. À mon avis, j'ai quand même bien joué 5-6 heures. Bref, enfin, j'ai quasiment pas dormi dans l'avion. Je jouais à Pokémon. J'étais comme un fou, j'étais sur Pokémon Rouge. Bon, là, on arrive en Australie et tout. Mon père loue un camping-car, on fait un road trip après. Puis là, à chaque fois que j'avais le temps, putain, en plus, j'avais emprunté un guide Solus à mon frère. Et alors là, on jouait tous les deux. Puis là, putain, il fallait attraper les Pokémon et tout. Je me rappelle pour attraper Articodin. Comment il s'appelait celui qui avait l'électricité, l'oiseau là, Zapdos, Elector en français je crois que c'est, parce que le truc c'est que moi je connais les noms des Pokémon en anglais, après j'ai un peu appris en français. Bref, je suis complètement accro, alors le voyage est génial, mais puis à chaque fois qu'on est en camping-car, je joue à Pokémon Rouge, un truc de fou, je deviens complètement fan de Pokémon. Bref, on rentre du coup d'Australie, puis alors là je fais un caca nerveux parce que c'était mon anniversaire. Mon père me demande alors, mon fils, tu veux quoi? J'ai joué à la Nintendo 64 avec Pokémon Stadium, et je veux dire que franchement, en l'espace de très peu de temps, en une semaine et demie, je suis devenu complètement raid dingue de Pokémon. Mais vous imaginez même pas. Bref, je demande la 64 avec Pokémon Stadium, et mon père refuse. Il m'a dit non, t'as déjà eu la PlayStation il y a pas longtemps, ce genre de questions, tu l'auras pas. Mais là j'ai tapé un caca nerveux, vous savez, moi, franchement, j'étais dégoûté, j'étais vert. Mais non, mais putain, mais... En plus, tu sais, je voyais sur les magazines et tout, enfin, les screenshots, je voyais Mewtwo, on pouvait après attraper Mewtwo, déguisé en 3D, enfin, j'étais comme un ouf. Puis je savais qu'il y avait GoldenEye, il y avait Mario 64, enfin, des hits de ouf que je voulais sur 64. Bref, après la Super NES, j'avais les méga boules. En fait, faut savoir vraiment un truc, c'est qu'en fait, toute mon enfance, adolescence, je n'ai pas du tout eu de console Nintendo, à part la Game Boy. Mais en vérité, j'étais un fan secret de Nintendo. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, les mecs, ils faisaient chier. Ils sortaient des concepts de ouf, et je vous jure, mais je me disais, mais putain, mais je veux tellement cette console, je veux tellement ce jeu, je veux tellement ce truc. Bref, du coup, on rentre en France, on part de Singapour. On revient en France, et puis alors là, j'arrive en 3ème. Alors, toi, c'est quoi tes goûts et tout? Alors, tout le monde parlait de football, de conneries dans la cour de récré. Et moi, je devais cacher mon amour pour Pokémon. J'étais encore mais complètement fan de Pokémon. Fallait pas en parler, c'était tabou. Je crois que quelques personnes m'ont grillé. Bref, et puis il y a Pokémon 2 qui sort en France, là, au cinéma. J'y vais, j'ai eu la carte spéciale de Mewtwo. Bref. Après, j'ai un peu d'argent de poche, voilà, j'ai un peu d'argent de poche et tout. Puis alors là, j'ai un pote. Il s'appelait Thibaut, il vend sa Super Nintendo avec Link to the Past 100 francs. Je déconne pas, 100 francs, 15 € à l'époque. On n'était pas encore en euros. Il me vend sa 64, enfin bref, du coup, pour pas cher, hein, vraiment pour pas cher, j'arrive à avoir 2 consoles, la Super NES et la 64 que je voulais. Des jeux cultes, j'ai GoldenEye, Ocarina of Time, A Link to the Past, Mario All Stars, etc. Enfin, je commence à... Alors, parfois, je fais des petites brocantes, parfois, je vais au magasin Ultimad, une ville qui est pas très loin, je dirais pas pour... bref. Et là, j'achète des jeux, mais pas cher du tout, une misère, quoi. Il y avait des jeux qui étaient vendus à 10 balles, à 15 balles. Une misère, hein, sans déconner, quand tu vois que maintenant, certains jeux, juste la cartouche, sont vendus pour 30, 40, 50, 60 €, voire plus. Du délire, à l'époque, mais pour une bouchée de pain, vous vous rendez compte, pour 15 francs, t'avais une cartouche Super NES ou 64, truc de ouf. Enfin, Super NES, pardon, pas 64, 64 c'était un peu après. Bref, j'ai rattrapé un peu mon retard petit à petit, et là, en même temps, il y a eu la Dreamcast. Putain. Alors, il s'est passé un truc de fou avec la Dreamcast. C'est que là, je suis tombé complètement accro, in love de Fantasy Star Online, hein, j'ai fait un test dessus, truc de fou, tellement j'ai joué online et que j'ai fait péter la facture, il y en a eu pour 1500 francs à mois. Là quand il y a eu ce truc là, j'ai dû laisser tomber, parce que là j'avais tellement pété le plafond, là c'était pas possible, là j'ai complètement déconné, mais ce jeu, Fantasy Star Online, je vais pas en parler là, parce que j'en parlerai moins bien que la review que j'ai faite, mais oh là là, les souvenirs que j'ai eu avec ce jeu, les Sonic Adventure, tous les gros hits de la Dreamcast, évidemment, il y a eu Shenmue, mais en fait Shenmue, ce qu'il faut comprendre, c'est que je l'avais offert à un pote,
pour son anniversaire à l'époque, et moi je l'ai découvert un peu plus tard, même si j'avais la Dreamcast, je connaissais Shenmue, hein, j'ai joué Day One quasiment, mais je l'ai fini que vers 2006, un truc comme ça, le 1 et le 2, hein, je parle. Bref, enfin, la Dreamcast toute une époque, il y a eu la PS2, petite déception au début du lancement, les premiers titres n'étaient pas extrêmement réussis, mais très vite il y a eu MGS2, puis alors après ça s'est enchaîné, il y a eu plein de gros hits sur cette console, c'était une ludothèque de malade pendant quasiment 7-8 ans, non-stop, chaque année il y avait plusieurs titres de ouf qui sortaient. Il y a eu la GameCube, je suis tombé complètement amoureux, ça je l'ai eu Day One, magnifique, incroyable. Là encore que des bons souvenirs, Super Mario Sunshine, Metroid Prime, Wind Waker, etc. Vous connaissez? Bref, et petit à petit, de fil en aiguille, et je vous ai fait une vidéo précédente pour parler de l'enfer du collectionneur, en fait de temps en temps, vu que je suis un genre de vidéo avant tout, j'achetais des jeux pas chers, donc tout ce que j'avais loupé, donc j'avais déjà une Super Nintendo que j'avais racheté à Thibaut, une 64, j'avais une Dreamcast, j'avais une PS2, en fait j'avais quasiment tout ce qui me plaisait. J'ai pas eu la Saturn tout de suite, la Saturn je l'ai acheté un peu plus tard. Saturn aussi, console qui m'avait intéressé énormément au Maroc, parce que j'avais un pote qui l'avait, et il y avait juste pour 2-3 titres, je voulais cette console, puis même le design de la Saturn, je surkiffais, un truc de ouf. Mais bon bref, je m'en sortais pas mal, et puis je faisais des putains d'affaires, en fait, d'année en année, entre 2001 et 2009-2010, là où j'ai recommencé à racheter du rétro, j'ai acheté, je sais pas, peut-être 10-15 jeux par an. Alors ça vous paraît pas énorme, hein, parce qu'il y a des gens maintenant qui achètent 10 fois plus, mais ça représentait quoi, un peu plus d'un jeu par mois. Et finalement, entre les brocantes et les magasins de jeux vidéo qui vendaient du rétro, et ben on s'y retrouvait. C'est-à-dire que franchement, pour très peu cher, tu pouvais te faire une très belle ludothèque, et je découvrais des jeux petit à petit, soit que j'avais pas eu à l'époque, soit que j'avais eu mais perdu. Hein, par exemple, les Sonic sur Mega Drive, j'ai pu les racheter, notamment Sonic 3. Et alors là, bon, il arrive cette période où je revends tout, toutes les collections, là. Je vous ai raconté, je suis passé par les mid-close, par les vinyles avec news, les CD, les cassettes, etc., par Metal Gear. Puis là, je me dis, bon, là maintenant, je me lance à fond, vraiment à fond dans le rétro. Je me relance 100% sur tous les trucs qui me manquent, sur tous les trucs que j'aurais aimé avoir, ou même les trucs dont je ne soupçonne pas l'existence. Et alors là, ça commence à être le gouffre, sans m'en rendre compte, parce que j'avais l'impression, j'en ai parlé encore une fois dans la vidéo précédente, mais en collectionnant plusieurs types de jeux différents, j'avais pas l'impression que j'allais tomber au fond d'un gouffre de ouf, c'est-à-dire que je ne pensais même pas un jour acheter la PC Engine. Je pensais que c'est une console que je n'aurais jamais, je ne connaissais, pour tout vous dire, même pas l'existence de cette console. En 2009, j'étais même pas au courant de ce qu'était la PC Engine, vous voyez. J'en avais jamais entendu parler, pourtant j'étais un gros lecteur de console plus, de Joypad, de tous ces magazines qui m'envoyaient du rêve à l'époque, je regardais tout, je m'en renseignais sur tout. Je vous avoue que la PC Engine, moi c'est un truc à côté duquel j'étais complètement passé. Bon, certains vous connaissez déjà un peu cette console, et puis là je me tape des délires, genre un Chino Rondo, qui m'a pas coûté si cher que ça finalement, mais je me lance dans des putains de délires, des trucs que j'aurais jamais soupçonné d'avoir un jour. Pour tout vous dire, j'ai failli acheter une 3DO. Juste pour Night Trap, que j'avais eu sur Mega CD, je me suis dit, putain, je me tenterais bien la version 3DO, ou même la CDI, pourquoi pas. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai failli vraiment, mais investir dans tout. En fait, je me suis dit, putain, en fait, faut que j'ai une connaissance ultime de tout, faut que j'achète tout. J'ai failli tomber là-dedans, puis finalement, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup quand tu vois la qualité de certains de ces jeux, dont Night Trap? Quel intérêt finalement de Night Trap sur Mega CD? Le gros défaut, c'est que la qualité du rendu de l'image est pas terrible. Mais bon, c'est pas un vrai problème, je me suis dit, laisse tomber. Mais quand même, après, je me suis fait avoir, j'ai voulu acheter la plupart des jeux que j'avais déjà en version 60 Hz. C'est-à-dire que par exemple Sonic, tous les Sonic, de Sonic 1 à Sonic 3 et Knuckles, je me suis dit putain, vas-y je me chope une Genesis version US. Donc là je suis tombé sur la Genesis 3, je connaissais même pas l'existence de cette console non plus, la 3ème Mega Drive. J'en avais fait une présentation il y a longtemps. Je me rachète du coup tous les Sonic en version US, Castlevania Bloodlines. Du coup pareil pour la SNES, je me dis putain mais attends, ça serait bien de refaire tous les jeux en version US ou Jap. Donc du coup je m'achète une Super Famicom avec l'hyperdimension, 2-3 autres jeux qui tournent en 60 Hz, Akuma Dracula, Akuma Joe Dracula, le Castlevania 4. Je le prends en version Jap pour le faire tourner en 60 Hz. Mais en même temps ça me suffit pas, il me faut les versions US. Et en fait je commençais à avoir tout. Je me dis mais en fait il me faut la version US, la version Jap, la version PAL.
Bref, je suis tombé vraiment tout petit à petit dans un truc où j'empaquetais, et à la base, le truc, quand je me relançais dans le rétro, c'était pour faire des jeux que j'avais pas fait, ou alors me rappeler des souvenirs, et petit à petit, c'est devenu n'importe quoi, j'ai commencé à avoir des jeux en triple exemplaire, juste parce que c'est différentes versions, ça devenait du délire, bref, mais au-delà de ça, c'était pour vous faire un petit récapitulatif, c'est pas complètement complet là ce que je vous raconte, c'est pas assez exhaustif, ça ne retrace pas exactement mon parcours, c'est une version rapide. Mais le rétro, c'est pour vous dire que j'en ai bouffé en fait depuis que je suis gosse jusqu'à 2009. En fait 2011 on va dire, peu avant que je commence Padawam, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Alors, je jouais chaque semaine à des jeux, du rétro, du current gen. Alors là, il faut aussi s'entendre sur ce que c'est le rétro. Pour moi, le rétro, personnellement, ça va jusqu'à la N64, la Saturn et la PlayStation. Théoriquement, il faudrait considérer le rétro gaming comme tout ce qui a précédé la génération actuelle, c'est-à-dire que même la PS3, la 360 et la Wii devraient être considérées, et même la Wii U, devraient être considérées comme du rétro gaming. J'ai du mal personnellement à me dire ça, parce que pour moi, le rétro, c'est ce qui fait ancien. Et qu'est-ce qui fait ancien? Franchement, vous regardez certains jeux PS3, même des trucs qui ressortent en remaster maintenant, 360, et même Wii U, ça a pas vieilli, on est d'accord. Et même, j'ai envie de dire, sur PS2, Xbox et GameCube, les jeux commençaient à être bien faits, la 3D commençait à être vraiment maîtrisée. Mais vous voyez, pour moi, la PS1 64 Saturn, c'est vraiment le début de la 3D, c'est approximatif, c'est pas très bien fait. Ça, pour moi, c'est du rétro. Et surtout, ce qui a précédé, donc, tous les jeux en 2D, même si maintenant on a encore des jeux en 2D qui sortent, beaucoup mieux fait qu'à l'époque. Quoique, c'est sujet à débat. Mais voilà, tout ce qui est 2D, pour moi, ça c'est clairement du rétro. Mais bon, qu'on soit d'accord ou pas sur la définition, c'est pas le plus important. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup joué à beaucoup de jeux. J'ai pas tout fait, hein. Il y a des trucs dont j'ignore complètement l'existence. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, j'ai le sentiment que c'est devenu de plus en plus n'importe quoi en termes de prix. C'est-à-dire que moi, la plupart des jeux que j'ai achetés, encore une fois, je crois que le jeu le plus cher que j'ai payé, c'est Snatcher, 150 € à peu près. Chino Rondo, je crois qu'il m'avait coûté genre 100-120 balles. Vous voyez, ce qui est beaucoup aussi. Hein. Maintenant, je sais même pas combien ils valent ces jeux-là. Quand on m'a dit que Terminator, là, sur Mega CD, valait je sais plus combien, alors que je l'avais payé 30 balles en neuf sur Mega CD PAL, hein, je me l'étais racheté il y a, je sais pas, il y a 10 ans, 10-12 ans. C'est incompréhensible pour moi, vous voyez, je me dis putain, mais what the fuck. Sentiment qu'en fait il y a eu trop de spéculation, que trop de gens se sont mis dessus, et en fait qu'est-ce qui a fait que les gens se sont mis dessus? C'est toute la mode qu'il y a eu des streamers, et puis même des magazines. Vous savez, je parle pas que des magazines, je parle notamment de Pixel Now au MacBook. Tous les mecs en fait, et puis tout après les produits dérivés, les casquettes, les porte-clés, les mugs, etc., etc. Maintenant en fait le rétro gaming, en fait les personnages comme Sonic, comme Simon Belmont, comme Samus Aran, etc., etc. C'est même plus les souvenirs d'enfance, c'est devenu carrément des représentations de la pop culture actuelle. C'est des incontournables, et c'est normal parce que ce sont des personnages issus de jeux cultes, je comprends. Mais il y a une overdose, c'est-à-dire que moi, à l'époque, quand je rachetais des jeux, quand j'y rejouais, c'était avant tout parce que j'ai eu une véritable frustration quand j'étais enfant et ado, de ne pas avoir pu avoir certaines consoles, d'avoir joué un peu chez des potes. Et voilà pourquoi j'ai voulu aller en profondeur, découvrir ces jeux, et puis surtout parce que ça me rappelait, au-delà de ça, un souvenir. Vous voyez qu'il y avait un souvenir, une puissance évocative profonde par rapport à certains jeux. Par exemple, Dragon Ball Z Hyperdimension, je me souviens exactement la première fois que j'ai vu le jeu, c'était au Maroc, à la plage. Il y avait un mec qui avait sa Super Nintendo, il nous avait invités près de la plage. J'avais découvert pour la première fois Hyperdimension, j'ai le souvenir précis, vous voyez, j'ai un truc, ça m'évoque quelque chose. Les premiers Sonic, les premiers jeux que j'ai eu sur Game Boy, le début de la Mega Drive, ça m'évoque le début des années 90, ça m'évoque Thiès, ça m'évoque mon enfance près de Choisy-le-Roi, ça m'évoque des souvenirs, ça m'évoque des musiques, ça m'évoque une atmosphère, ça me rappelle même Senseiya, vous voyez, Senseiya j'en reparlerai, mais c'est pareil, les musiques, la BO de Seiji Okoyama, ça me transperce, ça m'évoque, ça me transporte, ça me fait quelque chose, j'en reste pas indifférent, ça me ramène directement quand j'étais gosse, vous voyez, et c'est pour ça que je me suis lancé à la base dans le rétro gaming. Et je pense qu'on est très très nombreux à ressentir ça quand je vais parler de Senseiya, je pense qu'on a la même chose, on partage la même chose pour pas mal d'entre vous. C'est avant tout, pourquoi on a aimé Senseiya, c'est les musiques, j'y reviendrai, hein, moi j'en parle un petit peu, mais c'est les musiques, vous voyez, ça vous rappelle pas franchement? Moi ça me rappelle des moments glauques quand j'étais gosse, enfin...
N'interprétez pas ça mal, genre non, je me suis pas fait violer, etc. C'est pas ça. Ça me rappelle, je sais pas, ça me rappelle des ambiances d'hiver, ça me rappelle certaines rues un peu glauques, certains décors un peu ternes. Ça me rappelle une certaine époque. Ouais, je sais pas, j'associe ces musiques à un certain souvenir que j'ai de ces moments-là. Et les jeux vidéo, c'était pareil. Oui, Sonic 3, c'est pareil, la première fois que je jouais chez Sonic 3, ou Sonic & Knuckles, ou Sonic 3, je ne sais plus, c'était chez un pote qui s'appelait Rolleré, en espagnol, c'est la première fois que j'ai mis les mains sur Sonic 3. Je me rappelle de sa maison, je me rappelle qu'il avait les mangas Dragon Ball, je me rappelle de la pièce, je me rappelle de l'ambiance qu'il y avait, je me rappelle de cette époque, je me rappelle de ce qu'on faisait à côté. Et quand je joue à Sonic 3 et Knuckles, c'est pas uniquement le jeu qui m'intéresse, c'est tout ce que ça me rapporte. Juste quand je regarde la jaquette de Sonic 3, ça me renvoie toute cette période. Moi c'est ça, c'est cette puissance évocatrice. C'est ça qui m'intéressait principalement après à collectionner, avoir des boîtes, etc. C'est la puissance évocatrice. Je crois que ça je l'ai dit plus d'une fois, mais c'est ça le principal. Et moi j'ai le sentiment que le rétro gaming, ce que c'est devenu post-2010, ça a été un déluge de pop culture qui a trouvé sa finalité, ou une de ses finalités, dans un film comme Ready Player One, qui sont un déluge de références dans tous les sens, qui ne racontent rien de profondément marquant, qui ne me transportent pas, qui ne me retransmettent aucune émotion, mais où on t'envoie des références pour la référence. Vous voyez, c'est comme le nombre de magazines de trucs qui a été vendu avec l'effigie Sonic, Mario ou Zelda, tellement ça a été surreprésenté que moi ça n'évoque plus rien. Pareil pour les gens qui ont surparlé de Sonic, Zelda, Castlevania, et encore Castlevania c'est pas le pire, mais vous voyez toutes ces licences dont on a parlé, reparlé. Alors les petits amis, attention, 5 secrets que vous ignoriez sur Sonic, attention, les 10 secrets de création de Zelda, attention Shigeru Miyamoto, qu'est-ce qu'il faisait dans ses shots début années 90, mais tout ça moi j'en ai rien à foutre, je peux pas entendre parler de ça en fait, je m'en fous. Ça me passe complètement dessus de la tête. Et vous voyez en fait, les bouquins, je veux pas être méchant, je veux pas dénigrer le travail, parce que je trouve qu'en termes d'objets c'est très très respectable, mais tout ce que font Pixelmon et Omakebook, ça me parle pas. Vous voyez, le seul truc que je reconnais c'est que ce sont des beaux objets, c'est joli à voir. J'avais acheté la Bible PC Engine pour me renseigner un peu parce que j'étais pas un connaisseur. Et quand je vois que le test de Snatcher c'est 5 lignes, le mec n'a clairement pas joué au jeu, il n'y connaît rien, je crois qu'il a pris un résumé d'internet. Je me dis on se fout de ma gueule, moi Snatcher je veux un avis développé, je veux que ça prenne 3 pages, 4 pages, enfin un minimum de respect pour un jeu comme Snatcher, vous voyez. Que ce soit la version Mega CD, PC Engine ou PC 8801, un minimum d'investissement les mecs, pas juste après j'en ai rien à foutre de l'objet, moi je veux du contenu, je veux qu'on me parle, je veux qu'il y ait du cœur, je veux qu'il y ait de la sincérité. Et j'ai l'impression qu'en fait il y a tellement de gens qui se sont lancés en fait sur les vidéos, les bouquins, les représentations, toutes les babioles qu'on trouve dans le commerce, vous voyez, qui ont pour la plupart du temps zéro intérêt. J'ai l'impression qu'en fait on surfe tellement sur cette nostalgie qu'on ressent, et qu'on ressent, moi que je ressens encore un petit peu, juste pour vendre sa cam, juste pour avoir ses 15 minutes de gloire, mais qu'au final on te raconte rien, on te fait rien partager. C'est tout mon problème, et au-delà de ça, je trouve ça impensable de mettre, je sais pas, 300 € dans un seul jeu. Sauf si on est ultra passionné de ouf, que c'est le dernier truc qui nous manque, etc. Mais c'est plus possible, les prix en magasin, et c'est même pas de la faute des magasins, c'est la faute des particuliers qui ont commencé à déconner complet en vendant leurs trucs. Vous savez, les mecs aussi, alors ça j'en veux par contre vraiment à certains collectionneurs, notamment certains connards. Je peux même pas dire que c'est certains connards parce que je comprends à la base pourquoi ils le font, mais sans déconner, genre quand vous voyez des mecs qui ont acheté 5 fois le coffret Majora's Mask, magnifique, je crois que c'était limite à 1000 exemplaires. Majora's Mask, ça c'est un coffret qui me fait rêver. Mais le mec après qui va se la péter, qui va mettre dans une vitrine 5 fois son coffret à Majora's Mask et qui va se branler dessus, quel intérêt, vous voyez, qu'après on en parle, qu'après ces putains de trucs d'enchères, etc., les enchères Milon, je sais plus quoi. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, putain. Enfin franchement... Moi l'intérêt pour moi des vieux jeux vidéo de se remettre au rétro, c'est parce que le jeu nous plaît, qu'on est passé à côté, qu'on a envie de voir ce que ça vaut, et ça d'accord, ça c'est un bon principe, mais toute la spéculation, le rétro, toute la pub qui a été faite autour pour finalement des bouts de carton, des trucs qui sont maintenant émulables partout facilement sur internet grâce à des très bons sites, et qui finalement sont réédités sur certaines plateformes, quel intérêt au final, je me dis, là franchement je change complètement d'avis par rapport à ce que je disais à l'époque, quel intérêt d'avoir à tout prix la boîte si c'est pour se ruiner. Vous voyez, c'était bien à l'époque quand ça valait pas trop cher, quand c'était accessible, que tout le monde pouvait se faire une petite collection, même modeste. Mais là maintenant, ça a pris des proportions impossibles, c'est impossible à suivre.
À moins si ce n'est que pour se la péter, genre ah, j'ai 5 fois le coffret Majora's Mask, regardez mon coffret Oracle Ages, je l'ai en 10 exemplaires, blisté, attention dédicacé, mais j'en ai rien à foutre mec. Je m'en fous de tout ça. Moi, je veux qu'on me parle de passion, d'accord? Et si je rachète un jeu, si je rejoue après un jeu d'époque, c'est parce que ça va me retransmettre un souvenir, et pourquoi pas parce que le gameplay n'a pas trop vieilli, parce que c'est encore bien foutu. Voilà l'intérêt. Encore une fois, pour le coup, je crois qu'il faut pas tomber dans l'enfer du collectionneur, vous voyez? Ce que j'ai là, je me la pète pas, quoi. C'est vraiment ce qui me plaît, mais j'en ai rien à foutre après. Je sais qu'il y a des trucs qui valent un peu plus que d'autres, genre la Hot Toys, vous savez combien ça vaut. Mais je me la pète pas, je m'en bats les steaks, que ça vous plaise ou non, en fait, moi il y a des trucs qui me font plaisir, même des conneries, genre cet amiibo de Metroid, vous voyez, c'est de la grosse daube, hein. Moi ça me fait plaisir, vous voyez, je sais pas, j'ai des babioles, des conneries, mais ça m'évoque un truc, vous voyez, faut pas, je pense que, moi aussi j'ai fait une connerie à cette époque, hein, à une époque en tout cas, d'acheter des trucs parce qu'ils étaient rares, parce que j'avais l'impression de me sentir un peu important, mais ça je crois que c'est vraiment un piège. En tout cas, toujours est-il que le rétro, je défendais vraiment à une époque qu'il fallait y jouer sur la console d'origine avec la manette d'origine, non seulement un pour éviter les input lag, puis deux après pour recréer vraiment les conditions, l'ambiance de l'époque. C'est vrai que quand tu joues à la vraie console, le vrai jeu, sur une petite télé cathodique avec l'ambiance, vous savez, vraiment l'ambiance années 80, c'est quand même quelque chose, ça fait plaisir. Puis après la boîte, t'as les belles boîtes, t'as la notice, t'as la cartouche ou le CD. Ça a un charme, vous voyez, c'est un vrai charme, on peut pas le nier. Mais est-ce que ça vaut autant d'argent par jeu? Non, non. Surtout qu'après, les consoles, petit à petit, vont plus fonctionner, que les jeux vont plus fonctionner non plus. Bon, après, on pourra toujours réparer les consoles, mais les jeux, je suis pas sûr. Mais finalement, moi, je me dis, t'as des ROMs sur Internet, t'as accès à une ludothèque de fou furieux, tu peux jouer à ce que tu veux. Et finalement, bon, c'est pas un problème. Par contre, là où j'ai un problème, c'est les gens qui se font passer pour des connaisseurs, alors qu'ils se sont rattrapés sur le tard, vraiment le tard. C'est genre la veille ou la semaine d'avant, ils ont téléchargé la ROM, puis là ils te font un avis, genre moi je suis un connaisseur, moi j'ai joué à l'époque, moi je m'y connais à fond, je vous fais le test de machin truc, alors que le mec n'a pas connu l'époque, n'a rien connu au jeu, etc., etc. À chaque fois que j'ai essayé de vous faire des retours, en tout cas vraiment la plupart du temps, c'est vraiment des trucs que je maîtrisais, vous voyez. Pour moi, c'est impensable de se prétendre connaisseur quand on n'a pas fait le truc à l'époque, ou au moins pas un peu joué. Ou en tout cas, qu'on fait un peu l'effort de se renseigner plus que bon, bah voilà, je télécharge la ROM, j'allume le truc et puis je vous donne un avis de connard dans les 10 minutes, quoi. Faut avoir un tout petit peu de bagage, avoir digéré un petit peu les choses et compris cette époque et cette ambiance, vous voyez. Je sais que je pars un peu élitiste quand je dis ça, mais c'est vraiment ce que je ressens. Moi, je peux pas, j'ai besoin d'avoir des gens qui ont vécu l'époque pour me parler de certaines choses. C'est très important. C'est mon avis. Voilà. Bref, voilà un peu pour mon avis sur le rétro. Donc voilà pourquoi j'ai un problème. Maintenant, je ne joue quasiment plus. Et c'est même pas parce que tout ce milieu m'a dégoûté. Parce que c'est vrai que ça a été récupéré par plein de mecs. Je me sens pas du tout représenté par eux. Enfin, pas tous, hein, pas tous. Genre la VGN, pour moi, il est legit, il est intéressant. Hooper, pareil, très intéressant. Edge, pareil, très intéressant. Je parle pas d'eux. Puis même en plus, c'est même pas le problème en fait qu'ils en parlent ou pas. C'est même pas le problème. Mais je crois qu'en fait, j'ai tellement eu ma dose. J'ai tellement joué à des jeux rétro à l'époque. Le monde évolue et je vais vous dire la vérité, franchement, maintenant j'y trouve plus mon compte sur les jeux de cette génération. Sans déconner, j'ai pris un pied formidable. Je l'ai pas assez dit dans le Top Flop 2018, mais j'ai pris un pied formidable avec les jeux de cette génération. Detroit Become Human, Red Dead Redemption 2, même un Spider-Man. Putain, je suis désolé quand on voit le rendu, le contenu, le plaisir de jeu, que ça tourne comme une horloge, ça me fait plaisir. Là, je me ressens dans le futur, et vous savez, franchement, là encore, moi je vous parlais d'un vieux souvenir de quand j'étais gosse, mais combien de fois j'ai sorti une notice, vous savez, par exemple un Mario Land, ou même Mario, les Mario 64, vous voyez, quand on voyait sur la jaquette, on voyait Mario modélisé en 3D. Moi, à chaque fois, je me disais, putain, mais quand est-ce que Mario sera aussi bien fait? Parce que quand vous comparez le rendu de Mario sur la jaquette de Mario 64 et Mario dans le jeu, 64, là, sur Nintendo 64, il y a quand même un monde d'écart. Et je m'étais dit, je rêvais, en 98, 96, 98, je me disais, putain, mais un jour, est-ce qu'on va arriver à reproduire la modélisation du personnage exactement tel qu'on le voit sur la jaquette? Et ouais, on y est. Puis pareil pour les décors, pareil quand on ouvrait la notice par exemple de Link to the Past, que tu vois tous les dessins, les artworks, etc., ça te faisait rêver, ça t'évoque une puissance imaginaire énorme. Breath of the Wild quand il est sorti, mais c'est ça, c'est les artworks de Zelda de l'époque que tu rêvais quand t'étais gosse. Tu dis putain, mais si le jeu un jour il ressemble à ça, waouh! Et bah putain, Breath of the Wild, c'est ça, en un jeu extrêmement généreux, incroyable, clairement le GOTY de l'année dernière, donc, enfin 2017 pardon, il y a 2 ans déjà, putain ça passe vite.
Bref, moi, cette génération, je l'embrasse complètement, je trouve qu'il y a un talent phénoménal qui est exprimé, chapeau aux développeurs, je ne regrette pas du tout finalement la période rétro, mais après voilà, j'ai encore ça en moi, et peut-être que, je sais pas, c'est possible qu'après je replonge dedans dans 5-10 ans, je vais peut-être vouloir me racheter un truc, j'en sais rien. En fait, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que Loïc tienne parole. Moi, je veux un méga CD mini, que tu me fasses un méga CD mini, mec, avec tous les jeux, toutes les ludothèques. Et je te jure, mec, je l'embarquerai en vacances, je le garderai avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, retrouver maintenant les consoles d'origine, les boîtes d'origine, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Et je pense franchement que ce milieu est en train de se casser la gueule petit à petit, parce que c'est devenu n'importe quoi. Voilà, les prix, c'est plus possible. Voilà mon avis, messieurs, j'espère que j'étais assez exhaustif. Vous me direz. J'étais peut-être un petit peu rapide quand même. Peut-être allé un peu trop rapidement sur certaines choses, vous me direz. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Merci sincèrement. Je vous dis pas fake, les petits amis. Vraiment, je ne suis pas du tout un fake, j'adore. Merci pour vos retours. Je vous kiffe. Non, vraiment, la vérité, merci beaucoup, messieurs. Merci. Et je vous promets que je vais faire le maximum avec tout ce dont on dispose pour vous offrir, vous balancer la méga cam dans les semaines à venir. Merci, messieurs. Bombardez-moi toutes ces vidéos de like, abonnez-vous, la petite cloche les amis. Non, pardon, j'arrête. Mais merci, je vous remercie profondément du fond du cœur. Ciao les mecs.